Bonjour! Aujourd'hui on va parler de la séparation dans les parcours sacrés. Je sais que c'est l'étape la plus redoutée sans doute des parcours de flammes jumelles, âmes jumelles, etc. Souvent c'est l'étape où on commence à se poser vraiment des questions et ça arrive que ce soit l'étape pendant laquelle on découvre qu'on est en parcours sacré. Parce que parfois, avant, on est un peu pris dans le tourbillon de ce qui se passe et on se pose pas forcément trop de questions, en tout cas pas de là à faire des recherches poussées pour comprendre ce qui se passe. La séparation, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, une étape du parcours où on a reconnecté avec son autre, on a passé ce qu'on appelle la lune de miel, qui est l'étape pendant laquelle on baigne dans une espèce d'extase passagère où les égos ne sont pas encore de sortie et du coup on est vraiment dans ce moment de plénitude où on est reconnecté à notre autre et où on profite vraiment de cette connexion si intense et de tout ce qu'elle offre sur tous les plans. Et suite évidemment à cette lune de miel, on a l'étape où les égos viennent se frictionner parce qu'évidemment c'est aussi le but de ce parcours que de se confronter à ces ombres pour y mettre un peu de lumière. Quand je dis de la lumière, c'est de la conscience, prendre le temps de regarder en face ces zones d'ombre. Et du coup, pour ça, évidemment, il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui vienne gratouiller sur ce qui fait mal. Évidemment, l'autre étant le meilleur miroir qu'il existe pour nous dans cette vie. Et bien du coup, il y a une étape où les égos vont venir rentrer en conflit l'un avec l'autre. Et suite à ça, suite à ces frictions d'égos, il y a l'étape de la séparation qui arrive. Pour moi, il y a deux types de séparation. Il y a la séparation physique, c'est-à-dire que il y a certains duos où on va avoir une séparation où il va y avoir de la distance qui va être mise physique entre les personnes, entre les jumeaux. Si je parle de mon cas, toujours qui est celui que je connais le mieux, je sais que mon jumeau, il avait démissionné de l'entreprise dans laquelle on travaillait tous les deux. Donc il y avait on va dire une première pré-séparation, enfin j'ai envie de l'appeler comme ça, parce qu'en réalité c'est pas vraiment une séparation, on habitait toujours dans la même ville, on avait toujours le même cercle social, donc au final c'est pas une vraie séparation, mais je l'avais très 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 mal vécu à l'époque, et c'est là que j'avais commencé à m'interroger sur la nature je vais pas dire du lien, parce qu'à l'époque je ne connaissais rien à tout ça, et du coup c'était plus que je me disais, mais pourquoi tu te prends la tête comme ça, c'est juste un collègue, c'est bon, il change juste d'entreprise, ne te prends pas la tête pour ça. Mais en tout cas ça a été la première étape pour moi, comme on va dire une préparation à la séparation qui est venue après, où vraiment ça m'a fait me poser déjà des questions. Donc il y a ces séparations-là qui sont physiques et il y a la séparation qui est la séparation au niveau de la communication, qui est ce qu'on appelle le silence ou le silence radio selon les duos. En général, il y a toujours une étape de silence radio. Cette étape de séparation, et du coup je vais mettre dans la séparation plutôt le silence, parce que je pense que c'est plus ça qu'on entend par le terme séparation, même si parfois les deux peuvent se cumuler. Je sais que je suis l'heureuse chanceuse d'avoir ce type de parcours où effectivement j'ai à la fois énormément de distance géographique avec mon jumeau, plus un silence radio très très long. Donc du coup là on est vraiment dans une phase de séparation très intense et très marquée. Et donc ce silence radio, en général, il va intervenir justement après qu'il y ait eu des prises de bec, qu'il y ait eu des clashs, des conflits, où chacun a pu tomber vraiment dans l'ego et dans les masques, du coup pour protéger toutes les blessures qu'on peut porter. Et suite à ça, donc, s'installe un silence radio. Donc ça peut être une séparation vraiment si vous avez expérimenté une relation de couple avec votre jumeau, votre jumelle. Et si vous êtes dans une situation un peu plus floue, un peu moins bien déterminée, où votre jumeau ou votre jumelle est déjà dans une relation avec une tierce personne, là du coup ça va plus être un silence radio et la prise de distance, en général plutôt de la part de celui qu'on appelle le runner, donc qui est plutôt dans une polarité de type fuyante, et donc c'est lui qui en général va acter la séparation et donc le silence. En général on dit que la séparation, qui donc inclut le silence pour moi, c'est le moment où le chaser va entamer sa nuit noire de l'âme. Pareil, c'est ce terme de nuit noire de l'âme, je le trouve pas super approprié. Avec le temps, en y réfléchissant, je trouve, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui parlent plutôt de nuit noire de l'ego, et je suis plus d'accord avec ça. Je trouve qu'au final, c'est plus le moment où justement on est amené à venir confronter soi-même son propre ego,
et du coup à être dans une déconstruction de tout ce qu'on avait pu mettre en place comme mécanisme de protection, comme masque, etc. Et du coup on vient plus casser et confronter notre ego, et finalement justement c'est l'âme qui pousse pour s'exprimer et pour prendre toute sa place. Et en fait pour moi c'est plus une petite mort de l'ego, même si évidemment à ce stade du parcours on n'est pas du tout sur une vraie mort de l'ego, hein. Enfin même je pense que pour moi l'ego il subsiste jusqu'à la fin de nos vies, sinon on ne serait pas dans cette incarnation humaine. Enfin, on a besoin aussi de notre ego pour vivre, pour se confronter à toutes les épreuves qu'on traverse dans la vie matérielle, physique. Mais pour moi, on est sur un début de déconstruction de l'ego, et justement une place qui commence à être faite à l'âme. Mais bon, je vais utiliser le terme de nuit noire de l'âme pour que ça reste plutôt compréhensible, on va dire, de manière plus universelle. Donc la nuit noire de l'âme, c'est dans le parcours le moment où effectivement ça commence toujours par la nuit noire de l'âme du chaser, puisque justement quand il y a cette séparation avec son autre, ça va être pour le chaser le début d'une espèce de descente aux enfers. Moi comme je vous disais, j'ai l'impression que la séparation elle s'est faite en 2 fois, enfin pas vraiment en fait, qu'il y a eu une pré-séparation au moment où donc mon jumeau est parti de l'entreprise commune dans laquelle on était. Mais il n'y avait pas de silence radio, c'est-à-dire qu'il était plus distant dans ses messages, il mettait plus de temps à répondre, mais on n'était pas sur un silence radio, il y avait quand même un échange, il y avait quand même un lien qui était maintenu. On ne s'est pas vu pendant, je crois, quasiment 1 an, même en habitant dans la même ville, tout simplement parce qu'on ne prenait pas le temps de le faire, de se retrouver, mais on s'est quand même croisés au bout d'un moment dans justement ce fameux cercle social qu'on partageait. Donc c'était pas vraiment une séparation, pour moi c'est pour ça que j'aime bien dire pré-séparation, même si j'ai jamais entendu ce terme-là, donc je sais pas si vraiment ça existe dans ce parcours. Après, enfin, je pars du principe que chaque parcours est quand même unique, qu'il y a des étapes par lesquelles on passe tous plus ou moins, et aussi qui durent plus ou moins longtemps, qui sont plus ou moins intenses. Mais voilà, je pense que chaque parcours est quand même individuel. Et ensuite, quelques temps après, quelques années après, 2 ans après ça, il y a eu vraiment la séparation, où là, du coup, mon jumeau est parti vivre loin, à 10 000 km de là où je vis. Et donc là, il y a eu la séparation géographique, physique. Donc on était toujours en contact à ce moment-là. Et ça m'a fait un drôle d'effet, le fait qu'ils partent physiquement comme ça, qu'ils s'éloignent en termes de kilomètres, quoi, géographiques. Je sais pas comment expliquer ça autrement que l'image qui me vient, c'est comme si lui et moi, on était reliés par un élastique. Et que tant qu'il était dans la même ville que moi, je savais quelque part inconsciemment que si je voulais, je pouvais le contacter et je pouvais le voir. Si je lui proposais de boire un verre, il y avait une chance pour qu'il dise oui et que je puisse le voir. Et là, le fait que, du coup, ils prennent l'avion et qu'ils traversent un océan pour aller s'installer là où il a choisi de s'installer, j'ai l'impression que c'est comme si pour moi, ça avait tendu cet élastique au maximum et que là, d'un coup, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, en fait, il est loin. Et je peux plus le voir si je veux. Enfin, et ça a créé une espèce d'angoisse chez moi. Et ce qui est très drôle, c'est que ça, j'y ai réfléchi après, évidemment, hein, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai fait une bonne partie de mon parcours bien dans le déni, la tête dans le guidon et la tête dans le sable. Et je me suis rendu compte que lui a quand même donné des signes je veux dire, de détresse, de panique, parce que je sais pas exactement si c'est ça les termes, parce que c'est pas moi qui l'ai vécu, mais avant de partir. Avant de partir et de déménager, il m'envoyait beaucoup de messages, notamment pour qu'on se voit, des messages dans des moments où je sais qu'il était en train de faire la fête, etc. Donc c'était plus des moments où je pense qu'il relâchait un peu son attention et son contrôle, et il y avait du coup la panique de partir qui prenait le dessus. Et moi c'est vrai que je l'ai pris un petit peu à la rigolade, à la légère. Je le taquinais beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il m'envoyait beaucoup de messages, qu'il disait me voir un peu partout dès qu'il sortait. Et en fait, quand il est parti, j'ai moins fait la maline parce qu'au final, c'est moi qui me suis rendu compte que là, c'était comme s'il m'avait passé la balle, m'avait fait une passe de la panique, et du coup, c'est moi qui ai commencé à paniquer une fois qu'il était loin. Et vraiment, cette sensation de l'élastique tendu, et ça tirait en fait de mon côté vraiment beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des grosses questions, parce qu'en plus, à l'époque, j'étais en couple avec quelqu'un d'autre, et que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon jumeau tous les jours. Bon, déjà, c'était le cas avant, j'y pensais très souvent. Je suis pas capable de dire aujourd'hui si j'y pensais tous les jours sans manquement, mais je sais que j'y pensais régulièrement. Mais là, le fait qu'il soit pas là, qu'on ait plus de cercle social en commun, et que moi, j'étais dans un couple où j'étais censée, du coup, être en couple amoureux avec quelqu'un d'autre, c'est là où j'ai commencé à me poser des grosses questions et à me dire que c'était pas normal que je pense à quelqu'un d'autre en étant dans un couple, alors que cette personne était à des milliers de kilomètres de moi.
Et donc c'est là que moi j'ai commencé à me poser des grosses questions et à me sentir très mal. Et c'est là que pour moi j'ai entamé ma fameuse nuit noire de l'âme, où vraiment j'ai remis en question beaucoup de choses. J'avais déjà entamé ma reconversion professionnelle depuis une année, mais c'est là que j'ai quitté le travail dans lequel j'étais moi toujours, dans l'entreprise dans laquelle on était tous les deux, auparavant. C'est là que j'ai commencé vraiment à me poser d'énormes questions sur ma relation avec lui, et c'est là où j'ai eu les gros signes répétitifs pour me faire comprendre que j'étais dans ce parcours sacré. Et c'est là que vraiment je l'ai conscientisé. Et effectivement, pour moi, cette phase de séparation, là, quand je vous en parle comme ça et que j'y réfléchis, ça me fait penser à quelque chose dont on parle, enfin un protocole qui existe en hypnose, où en fait on va permettre aux personnes d'entamer un changement en elles, en les connectant à la partie la plus belle d'elles-mêmes, donc à la partie la plus lumineuse d'elles-mêmes, et ensuite en les reconnectant à elles-mêmes au quotidien. Et du coup, c'est cette différence entre avoir touché du doigt cette extase, cette partie lumineuse de soi-même, cette paix, ce bien-être, cette harmonie, cet alignement parfait, et ensuite de se reconnecter à soi, qui fait qu'on se rend compte de la dissonance qu'il y a dans le soi de tous les jours. Et du coup, on l'explique notamment par une jolie métaphore qui est que c'est le fait de porter en soi cette mélodie harmonieuse qui fait qu'on se rend compte que dans la vie de tous les jours, il y a des moments où il y a des fausses notes, et peut-être que principalement la partition qui se joue, c'est composé de fausses notes. C'est le fait d'avoir cette harmonie juste en soi, cette mélodie harmonieuse qui fait qu'on se rend compte que ce qu'on joue au quotidien, finalement, c'est un peu pourri. Et c'est plein de fausses notes. Et finalement, je me dis que c'est exactement ce que, en tout cas, moi, j'ai expérimenté avec mon jumeau. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le fait de m'être reconnectée à lui, même si tout ça était vraiment très inconscient encore une fois, mais le fait de m'être reconnectée à quelque chose de comme je le disais dans un autre épisode, pour moi, on touche du doigt le divin, vraiment, avec notre autre. On a cette connexion qui est si fluide, on a cette attirance sur tous les plans, cette connexion, cette évidence. En fait, on touche à une telle lumière, à vraiment, pour moi, au divin. Et c'est justement la séparation qui permet de se rendre compte que on a besoin de ça dans notre vie, on le veut, en fait. On en a envie. Et pour moi, c'est en ça que je fais le parallèle avec ce protocole d'hypnose, où justement, on va montrer à la personne tout le grandiose que sa vie pourrait être et qu'elle pourrait incarner, et ensuite on la replonge dans son quotidien, et là ça fait un waouh, non, je veux plus de ce quotidien, moi je veux le lumineux et l'harmonieux. Pour moi c'est un peu la même chose avec son jumeau, c'est-à-dire que pendant un laps de temps plus ou moins long, on est connecté à notre autre, on a cette évidence, on a cette harmonie, on a cette danse à deux qui se fait, et ensuite quand l'autre s'en va, s'éloigne, et bien là, du coup, on se rend compte que, mince, on a touché du doigt quelque chose qui était tellement important et tellement précieux qu'on va vouloir courir derrière et on va vouloir le récupérer. Et c'est ça qui est particulièrement difficile, je pense, avec la séparation, c'est que justement, c'est un moment où on se rend compte, il y a une espèce de prise de conscience viscérale de « waouh, en fait, j'ai vécu un truc incroyable et j'en veux encore ». Et sauf que c'est le moment où on peut plus l'avoir, on n'y a plus accès. Le fait d'être plongé à la fois dans cette coupure physique de l'autre, plus d'avoir ce silence, alors qu'on a déjà expérimenté ce que c'est que d'être connecté si profondément, si intensément à l'âme de quelqu'un d'autre, et même pour aller plus loin, pour moi, notre jumeau, il est là aussi, pour nous reconnecter directement à notre âme, et à cette vibration intense que nous envoie notre âme quand on est sur le bon chemin. Et du coup, là, d'un coup, on se retrouve avec un vide. Et on a cette sensation de chute énorme, et c'est ça qui vient provoquer justement cette nuit noire de l'âme, c'est à la fois cette séparation physique et cette séparation de communication, cette coupure, qui fait qu'en fait ça va nous pousser à se dire mais moi j'en veux encore, et sauf qu'on sait que c'est pas viable, parce qu'en général, avant la séparation, il y a eu clash, il y a eu dispute, il y a eu les égos qui se sont confrontés, à un tel point qu'il y a rupture de communication. Ce qui fait que derrière, on veut retrouver cette communion avec l'autre, on veut retrouver cette phase d'extase, cette phase d'harmonie, de bien-être, d'évidence, et à la fois, on sait que c'est pas possible. Et du coup, c'est ça qui va nous pousser à avancer vers nous-mêmes. Et comment bien vivre cette séparation? Je sais pas si j'ai vraiment une réponse à ça, pour être honnête, étant donné que moi, j'en suis à cette phase du parcours, dans la séparation et le silence radio, depuis un petit moment maintenant. Et
Je sais pas si vraiment on peut bien vivre cette séparation de bout en bout, ou alors vraiment, si c'est votre cas, je suis admirative. Je pense que la séparation, moi je la vois comme des montagnes russes. Je la vois comme vraiment un espèce de roller coaster dans lequel on est. On sait pas vraiment si on a attaché la ceinture. Et il y a des moments où on est dans des phases incroyables où des choses se mettent en place dans nos vies et on avance, etc. Et on a l'impression que vraiment on est en train de s'épanouir et qu'on touche du doigt ce qu'on est censé toucher du doigt avec cette fameuse complétude et de se sentir bien sur tous les plans dans sa vie. Et il y a des moments où il y a des rechutes énormes, on remet tout en question, il y a le doute qui s'installe et on se demande si on est vraiment censé retrouver cette personne, est-ce qu'on est vraiment sur ce parcours. Enfin, je pense que cette séparation, c'est pour moi un concentré. C'est le miroir le plus violent et à la fois le plus grossissant que peut nous offrir notre autre. Dans le sens où, quand on a quelqu'un en face, on peut toujours projeter sur l'autre toute sa colère, toutes ses blessures, tous ses dysfonctionnements. C'est toujours plus facile, évidemment, hein, c'est comme ça que fonctionne l'humain la plupart du temps, c'est de se dire que c'est toujours l'autre qui est fautif, c'est l'autre qui fait n'importe quoi, c'est l'autre qui a des comportements inappropriés, dysfonctionnels. Et après, au bout d'un moment, oui, ok, peut-être que moi aussi, on va regarder son nombril et prendre sa responsabilité, dans le meilleur des cas. Mais sauf que, quand on n'a plus de miroir en face, enfin, qu'on n'a plus personne, on a toujours un miroir, mais quand on n'a plus notre jumeau, notre jumelle en face, bah qu'est-ce qui reste dans le miroir? Il reste plus que nous. On peut pas projeter sur l'autre toutes nos souffrances, tout notre mal-être, on peut pas le projeter sur l'autre, en fait, il est plus là. Donc c'est comme si d'un coup, au lieu d'être face à l'autre, d'un coup il s'est retiré et on est face à nous-mêmes, face à un miroir. Et c'est ça, je pense, qui est très violent dans cette séparation. C'est qu'en fait, c'est comme si l'autre avait fait le pas ultime pour nous permettre de nous regarder en face. Il s'est retiré. Et là, évidemment, dans un premier temps, on va être amené à projeter encore sur notre autre plein de choses. Je vous dis, toutes ces blessures, masques, dysfonctionnements, souffrances. Et au bout d'un moment, on est forcé de se retourner vers soi. Parce qu'en face, il n'y a plus personne. Et je pense que c'est un cadeau extrêmement violent. J'ai envie d'utiliser cet oxymore, parce qu'en général, un cadeau, on se dit que c'est une belle chose et que ça fait plaisir. Là, pour moi, c'est un cadeau violent dans le sens où c'est une offrande des plus précieuses. Et à la fois, c'est d'une violence inouïe parce que on est obligé de se regarder en face et on est obligé de prendre sa responsabilité. Et si on regarde plus loin, notre autre, il est toujours uniquement là pour nous ramener à nous. Et là, moi, depuis très récemment, je suis en train d'expérimenter une phase, j'ai l'impression que je repasse sur des choses vraiment loin de souffrances qui datent soit de ma très petite enfance, soit de mon expérience de jeune adulte. Et en fait, c'est des expériences où, au départ, c'est des souffrances qui sont venues où je les faisais porter à mon autre. C'est-à-dire que, comme d'habitude, hein, je me disais que c'était lui qui me faisait miroir de ces souffrances-là. Et donc, j'étais en colère contre lui, j'étais triste, etc. Et c'est fou hein, de se dire que même dans le silence absolu, parce que moi je suis dans un silence absolu, vraiment, l'autre arrive quand même à nous faire évoluer, même sans un mot. Moi, je trouve ça d'une beauté quelque part quand je prends un peu de recul, même si ça n'empêche que vraiment c'est fatigant, c'est épuisant. Je trouve quand même que ce lien est d'une rareté assez exceptionnelle. Et donc là, récemment, je me suis rendu compte que finalement, des sujets qui pour moi étaient de l'ordre de la relation avec mon jumeau, bah non, en fait, si je creuse plus loin, ça remonte à mon enfance et ça remonte au lien avec mes parents. Et en fait, elle est là, la vraie souffrance. Et évidemment, quand je vous le dis comme ça semble évident parce que c'est la base de la psychologie et ça fait partie de mon métier aussi, donc je le sais. Mais il y a le savoir et l'expérience. Et tant qu'on n'expérimente pas quelque chose, ça reste de la théorie. Et là, j'ai pu l'expérimenter de manière concrète parce qu'au final, ce silence qui me crée cette colère, qui me crée cette tristesse, cette déception, cette frustration, on peut mettre plein de choses derrière, je me rends compte que finalement, c'est ces émotions-là qui sont mon fil conducteur. C'est pas tant le silence avec mon autre, même si bien entendu c'est un sujet à part entière et que ça me permet moi aussi de me positionner par rapport à qu'est-ce que j'accepte de la relation que j'ai avec les personnes. Peu importe le plan, hein, amical, amoureux, est-ce que j'ai envie d'être en relation avec une personne qui est capable de m'ignorer aussi longtemps?
C'est ça la question que ça m'amène, moi, sur ce sujet particulier. Mais si j'ouvre un petit peu mon prisme d'entrée, je me dis, en fait, au final, ce silence, il m'amène à ressentir des émotions. Et ces émotions que je ressens là, je les ai déjà ressenties. C'est pas des émotions nouvelles, c'est des émotions que j'ai déjà ressenties dans mon enfance par rapport à mes parents. Ça me permet d'aller plus loin, moi, dans ma progression, dans mon évolution. Et donc, pour répondre à la question de comment bien vivre la séparation, en réalité, j'ai pas de réponse à ça. Mais je pense que le fil rouge, c'est toujours le recentrage sur soi. Et je sais que c'est fatigant d'entendre ça parce que c'est vraiment ce qu'on entend partout et que je sais que quand on est en phase de séparation et de silence, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir des nouvelles de notre autre. Et c'est tout à fait naturel. Mais je pense que vraiment, le recentrage, c'est la clé. C'est-à-dire que ce fameux cadeau violent, il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose parce que sinon, si vous passez à côté de ça, quelque part, vous avez la souffrance de silence, et quel est le cadeau, en fait, là-dedans? Si vous n'allez pas voir en vous, et que vous n'allez pas libérer tout ce qui fait mal, pour vous sentir de mieux en mieux, pour moi, vous passez à côté du cadeau. Et du coup, il y a que la partie violente qui est là, et évidemment qu'au bout d'un moment, ça devient insupportable. Après, pour tout ce qui est comment se recentrer sur soi, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur la différence entre le renoncement, le détachement et le lâcher-prise. La chose importante de ce parcours, c'est de toujours, au bout d'un moment, se mettre face au miroir et se dire « Ok, repartir de l'émotion ». Surtout quand on est... là, pour le coup, je vais parler plus pour la polarité de Chaser. Nous, notre boussole intérieure, c'est vraiment nos émotions. Parce que, de par notre rôle, on est le donneur d'amour inconditionnel dans ce duo. Et du coup, on est beaucoup guidé par nos émotions. Et c'est important de toujours revenir à ça, parce que ce sera toujours notre boussole intérieure. Et les émotions, peu importe ce que vous avez vécu, c'est votre vérité. Une situation, elle peut être perçue de 1000 façons différentes. Prenez une pièce où il y a 10 personnes différentes, il se passe quelque chose. Vous pouvez demander aux 10 personnes différentes de vous raconter la scène, et il y aura 10 témoignages différents. Et c'est normal, on a tous notre vision des choses, on a tous notre vécu, notre sensibilité. Mais la chose qui va jamais varier, c'est votre ressenti intérieur. C'est ça, votre boussole. Parce que les faits, ils sont jamais fiables. La manière dont on les raconte, elle est teintée de qui on est, de ce qu'on a vécu. Mais les émotions que vous avez vécues, que vous avez ressenties, ça c'est fiable. Et ça c'est votre fil rouge pour vous permettre de remonter dans votre vie à quel moment vous avez ressenti ces émotions à plusieurs reprises, quel est le souvenir le plus ancien que vous ayez ou le plus évident qui vous vient quand vous pensez à ces émotions-là. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller en profondeur et d'aller libérer ce qui aujourd'hui ne fait que se rejouer avec votre jumeau ou votre jumelle d'âme. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui sur cette phase de séparation, de silence. Pour moi, c'est vraiment l'occasion de plonger dans ces ombres complètement, d'avoir un moteur pour avancer sur soi et sur ces problématiques qui ont pu pousser à cette séparation, au silence, mais même de manière plus générale, ou qui maintiennent ce silence, pour poser de la lumière. Et quand je dis de la lumière, c'est de la conscience, hein, c'est vraiment oser regarder ces ombres en face. Et rien que ça demande énormément de courage, admettre que on a des ombres qui sont là en nous, quand je dis des ombres, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir, des comportements qu'on n'a pas envie de voir, des choses qui nous plaisent pas en nous, et qui font partie de nous. Et plus vous prendrez le temps de les regarder en face et de les accepter, et moins elles prendront de la place en vous. Voilà ce que je pense de la séparation et ce que je pense qu'elle est censée nous apporter sur ce chemin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager vos avis en commentaire. Vraiment, ça me fait tellement chaud au cœur quand vous me partagez des petits bouts d'expérience, des petits bouts de vie. Vous imaginez pas comme ça me touche, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce podcast. Qu'on puisse connecter les uns avec les autres, et quand vous venez me raconter vos histoires, que ce soit en commentaire ou par message privé, vraiment, ça me fait vraiment énormément chaud au cœur parce que je me dis que c'est un parcours qui est quand même pas évident et c'est chouette de pouvoir créer une communauté et de se serrer les coudes sur ce parcours pas évident. Donc voilà, merci infiniment pour toutes les personnes qui ont pu laisser que ce soit un petit like ou que ce soit un commentaire. Merci, vraiment, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt et en attendant, moi, je crois en vous.